nous allons faire une vidéo sur les allergies. C'est un phénomène extrêmement courant dans nos sociétés qui s'amplifie de plus en plus. Près de 30% de la population a des phénomènes allergiques. Donc dans nos sociétés dites modernes, l'allergie est devenue une maladie, une difficulté importante. Et je vais vous présenter les allergies grâce au docteur Marty, Odile Marty, qui est un médecin homéopathe à la retraite depuis très peu de temps et qui a décidé de proposer une partie de ses connaissances à la portée de tous et qui travaille sur des ateliers de formation spécialisés pour l'association Osmose. Ce sont des ateliers de 2 jours qui permettent, par exemple, de s'intéresser, de découvrir tout ce que l'homéopathie peut offrir, mais aussi l'allopathie, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un médecin généraliste à spécialité homéopathique, qui a travaillé plus de 25 ans dans le secteur. Il s'agit donc de découvrir, par exemple, tout ce que l'homéopathie et l'allopathie peuvent offrir pour traiter les allergies et bien d'autres points encore qui seront abordés. Donc je vais lui donner la parole, elle va vous parler des allergies. Vous pouvez déjà en voir une définition générale sur le tableau que nous avons placé ici en contrebas. Voilà, quand notre cinéaste va le prendre. Et je vais lui donner maintenant la main pour pouvoir vous parler de la définition des allergies à sa façon. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le tableau, l'allergie est une rupture de la tolérance de l'organisme vis-à-vis de certaines protéines extérieures, qu'on peut après nommer allergènes. Voilà, et de cette rupture, ça fait partie du système immunitaire qui logiquement devrait accepter toutes ces substances et qui les rejette par l'intermédiaire de certaines substances qui sont soit des anticorps, des immunoglobulines spécifiques, soit par l'intermédiaire des lymphocytes T. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les lymphocytes T et les immunoglobulines? La plupart des gens, les immunoglobulines, ce sont des anticorps du système immunitaire, donc spécialisés dans l'allergie. Oui. Et les lymphocytes T? Et les lymphocytes T font partie aussi du système immunitaire, mais ce sont des cellules et ça va plutôt déclencher une allergie de type chronique ou retardée. D'accord. Ce sont des cellules qui vont se trouver au niveau de la peau surtout. On va les retrouver en grande quantité dans les eczémas plus particulièrement. Donc il y a 2 types. Il y a 2 types d'allergies immédiates ou d'allergies retardées. Donc dans les allergies immédiates, nous avons une augmentation de ces fameuses immunoglobulines spécifiques, ou immunoglobulines E, on va dire. Donc ces immunoglobulines augmentent dans le sérum de la personne, va se fixer à l'antigène quand il va arriver, ils vont faire un complexe, et ce complexe va rencontrer des cellules de la peau, des cellules de la muqueuse ORL ou de la muqueuse respiratoire, et vont stimuler des mastocytes ou des basophiles. Qu'est-ce que c'est que les mastocytes et les basophiles? Alors, pour tout le monde, il faut bien comprendre. Sûr. Ce sont des cellules aussi qui font partie de la peau. Ce sont des cellules qui ont pour but de libérer aussi des médiateurs lorsqu'ils rencontrent une particularité, notamment ces fameux complexes antigène E allergènes. Donc ils vont se défendre en fin de compte et libérer de l'histamine surtout. Et qu'est-ce qu'elle fait l'histamine? Elle va entraîner des rougeurs, donc une vasodilatation, elle va entraîner des sécrétions, etc. Mais lorsque c'est inadapté, quand il y en a trop, ça crée l'allergie. D'accord. Ah, d'accord. Mon cinéaste me dit de parler un peu plus fort. Il doit avoir raison, on va parler un peu plus fort. Bien. Alors, je vous laisse continuer. Donc là, vous avez donné la définition de ce qu'on entendait par allergie. Ensuite, vous avez parlé, je l'ai entendu dans vos termes, de l'allergie immédiate et d'une allergie différée, retardée. Donc, il y aurait 2 types d'allergies. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser tout cela? Alors, on peut préciser en donnant des exemples. Par exemple, donc, dans les allergies immédiates, avec augmentation des immunoglobulines E, on va surtout rencontrer des allergies ORL, la rhinite, on va trouver de la rhinite,
conjonctivite due au pollen, aux allergènes. Et on va aussi rencontrer les œdèmes, qui sont très immédiats. Par exemple, vous touchez des orties, vous allez immédiatement faire un œdème. Mais ce n'est pas des œdèmes respiratoires, si, c'est ça. Alors, non, quand on touche, c'est des œdèmes de la peau, des urticaires. De des urticaires, d'accord. Voilà. Donc, on a plus à faire, là, à une allergie immédiate. L'allergie retardée, on va la rencontrer dans l'asthme chronique, c'est-à-dire un asthme qui ne va pas guérir, qui va plutôt faire entrer en jeu dans ces fameux lymphocytes, ou alors dans l'eczéma, mais dans l'eczéma chronique. Et les œdèmes de Cuing, c'est dû à quoi? Les œdèmes de Cuing, c'est assez rapide, hein, c'est une allergie immédiate. C'est-à-dire que l'allergène va rentrer dans le tube digestif et va entraîner rapidement la libération d'histamine et d'autres neuromédiateurs qui vont entraîner justement l'œdème, la vasodilatation, et qui peut être très grave parce que ça peut toucher les voies respiratoires et entraîner un œdème au niveau de la luette, oui, d'accord. Un arrêt respiratoire. Donc il faut agir vite. Ah oui, c'est très rapide. Voilà, nous verrons les traitements un peu plus tard si vous voulez bien. Bien sûr. Donc on a des allergies immédiates qui sont, si j'ai bien compris, soit alimentaires, soit... Dans les allergies immédiates, vous avez, on peut parler des allergènes du coup, donc vous avez les allergènes aériens. Ah oui, l'air, oui. Les allergènes aériens. Les pollens, par exemple. Alors les plus courants actuellement, les plus allergènes, nous avons les pollens, les poils d'animaux, voilà, et les moisissures. Ah oui. Moisissures, oui. Les blattes aussi, j'ai vu. Alors les blattes, oui, ça peut être très allergisant, bien sûr. Après, on va en trouver d'autres. Vous avez les punaises, oui, bien sûr. Mais ça, c'est moins punaises et blattes, c'est pas aérien trop. Oui, c'est vrai, ça se glisse dans voilà, les ça salles. sera plutôt peut-être par l'émanation, des choses comme ça. Mais dans les allergènes aériens, c'est les trois grands. Hein. Vous avez acariens, pollen et poils. Donc, on peut parler aussi des allergènes alimentaires. Hein. Donc, les plus courants, on a les de vache. Les laits de vache peuvent provoquer des allergies. Plus que les laits de chèvre ou les laits de brebis. Mais est-ce que des laits de vache bio posent les mêmes types d'allergies que des laits de vache? Oui, parce que c'est dû à la protéine. C'est dû à la protéine particulière. Okay. Donc, c'est intéressant ça à savoir. Donc, il y a les œufs, le lait de vache, et puis plein d'autres. Est-ce que des huiles essentielles peuvent poser des phénomènes d'allergie? Alors, il faut faire la différence entre, justement, on va faire la différence entre l'allergie, qui est une hyperaction du système immunitaire, donc qui peut devenir grave, comme je vous disais, à cause du syndrome de la Haye ou des œdèmes généralisés, et l'intolérance, qui est une incapacité à absorber ou à traiter un aliment qu'on a ingéré, et puis après, il est toxique, ce qui est toxique. Oui, mais les huiles essentielles, c'est pas nécessairement toxique, mais c'est quand même extrêmement dangereux à grande dose. Voilà, ça peut être dangereux à grande dose. C'est parce que c'est très concentré. Donc, nous étions en train de parler des allergies immédiates et des allergies retardées. Voilà, donc dans les allergies retardées, c'est l'eczéma chronique, hein, donc peut-être dans les maladies professionnelles. Par exemple, on va le retrouver dans les coiffeurs qui ont des allergies aux colorants. On va le retrouver avec les cosmétiques, hein. On va le retrouver le henné, par exemple, dans certaines professions, le ciment. Les eczémas de contact. Tout ce qui est eczéma de contact. Ça va devenir allergique. Il n'y a pas vraiment un terrain génétique là. Alors, du coup, il faut faire attention. Pour qu'il y ait allergie, il faut deux choses. D'un côté, l'élément extérieur, c'est l'allergène. De l'autre côté, le terrain. Il y a un terrain atopique. Alors, atopique, que veut dire ce mot? Atopique, ça veut dire simplement qui va favoriser les allergies, qui va alterner beaucoup entre des allergies ORL et des allergies cutanées. Il naît avec cette faculté de fabriquer trop, certainement, d'antigènes E. Donc, trop de défense. Trop de défense. Il se défend trop par rapport au milieu extérieur. C'est un petit peu une attaque soi contre soi. Très réactif. C'est étrange parce que c'est à la fois ce qu'on appelle une allergie et, bon, pour le commun des mortels, on peut se dire que ça ressemble un peu à cette notion de maladie auto-immune dans laquelle l'individu se défend soi contre soi. Donc il y a une sorte de lien. Je ne dirais pas tout à fait soi contre soi, parce que c'est soi contre l'extérieur. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil.
on a l'extérieur qui est un danger pour lui. Voilà, l'extérieur devient un danger. Si vous laissez à la fois asthmatique, à la fois avec une rhinite et à la fois avec un eczéma, ça limite beaucoup la vie. Oui. Donc il faut trouver des traitements. D'accord. Et donc, les gens qui ont ce genre de particularité, n'ont-ils pas quelque part, je viens de mettre un autre papier sur les allergies retardées, n'ont-ils pas quelque part des choses, comment dire, qui sont liées à la famille d'origine de laquelle ils viennent, qui elle-même avait des allergies ou avait des phénomènes... Le terrain atopique est certainement héréditaire. On va retrouver des familles d'asthmatiques, des familles, voilà, c'est très héréditaire. D'accord. Mais est-ce que ce serait pas... au départ, ça démarre bien par quelqu'un. Dans le temps. L'œuf ou la poule. Voilà, l'œuf ou la poule. À un moment donné, il y en a un qui démarre la chose. Ouais. Et comment fait-il pour démarrer cette chose-là? S'est-on penché là-dessus? Je ne pourrais pas le dire. Là, je ne connais pas cette expérimentation. Voilà. Par contre, bon, on peut traiter, bien sûr, ces personnes trop allergiques. Et peut-être que dans les traitements que nous allons voir, vous allez peut-être, vous, pouvoir nous aider. Parce que nous avons l'allopathie. Moi, en tant que médecin généraliste, j'avais l'allopathie. J'utilisais beaucoup l'homéopathie, bien sûr. Les allergologues utilisent la désensibilisation, c'est-à-dire l'éviction de l'allergène, qui est une forme de traitement à part entière. Alors, en fait, Sherlock Holmes, des fois, hein. Oui, il faut trouver l'allergène. C'est une enquête très poussée. Et après, il y a toutes les autres possibilités qui passent par le changement alimentaire, hein, bien sûr. Travailler sur l'extérieur, hein, sur les polluants extérieurs et intérieurs, travailler sur les polluants de la maison, éviter le moins possible les polluants extérieurs, ce qui devient difficile. Hein. Voilà. Et puis il y a toutes les techniques de relaxation, peut-être la PNL, et certainement, peut-être on verra ça dans une autre hypnose un peu plus tard. Voilà. Et aussi des techniques transgénérationnelles et systémiques sur les systèmes familiaux. Voilà, tout à fait. Et là, parce qu'effectivement, d'un côté, comme on disait, on peut travailler soit sur l'allergène, en utilisant cette désensibilisation qui, à l'heure actuelle, est beaucoup plus utilisée. Elle est utilisée surtout pour les pneumallergènes, c'est-à-dire les allergènes aériens, qui sont les pollens. Beaucoup utilisent les pollens, surtout les acariens, désensibilisation de pollen, acariens. Et ce qui est très intéressant aussi, les venins d'hyménoptères qui sont très dangereux. Les hyménoptères, c'est la guêpe, voilà. l'abeille, les frelons, voilà. Ça c'est très dangereux, ça amène beaucoup aux urgences. Et donc on peut désensibiliser par des gouttes actuellement ou par comprimé. Il faut à peu près 3 ans de désensibilisation pour avoir de très bons résultats. Et ça commence à agir au bout de 2 à 3 mois. Voilà, donc on peut faire ça, on peut faire une désensibilisation. On peut essayer d'éviter aussi les allergènes aériens qui sont comme les pollens, par exemple, en conseillant aux gens de se laver les cheveux avant d'aller au lit. Alors, les allergies aériennes, voilà, que voici. Tout à fait. Je vais vous mettre ça là. Voilà. Ça va permettre d'aller se coucher avec moins de pollen, bien sûr, dans les cheveux. On peut, quand on est allergique aux acariens, il faut passer l'aspirateur régulièrement. On peut utiliser des coussins anti-acariens, des couettes anti-acariennes. Il faut éviter d'aérer, on disait le matin, ou mieux aérer le soir. Et pour quel motif? Je pense que c'est une question d'humidité, je pense. Ah, d'accord. Une humidité plus grande le soir que le matin? Oui, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? On peut, alors, éviter, bien sûr, la pollution, ça c'est un peu dur, bien sûr, parce que la pollution extérieure, donc il faut aller vivre aussi, on peut aller vivre en altitude, par exemple. Mais n'y a-t-il pas... il y aura moins d'acariens. Voilà, les poussières acariennes, bien sûr. Voilà, pour les grands asthmatiques, tous les centres thermaux sont en altitude à plus de 1500 mètres. J'ai une question qui me vient, comme ça, et je suis en train de me dire, est-ce que, et là je ne sais pas, hein, c'est au médecin que je m'adresse, est-ce que dans le cas où les gens ont vécu de très nombreuses chimiothérapies, est-ce qu'il apparaît des phénomènes allergiques assez fréquemment ou pas du tout? La chimiothérapie, et bien sûr, puisque quand on a parlé des allergènes, je pense que je n'ai pas mentionné les allergènes médicamenteux.
Ah oui, c'est vrai, mais il y en a aussi. Vous avez des antibiotiques, très allergisants. Pour tout le Vous avez monde? bêta-lactamine. Ah, pas pour tout le monde. Ah bon? Non, pas pour tout le monde, heureusement. Heureusement. Donc vous avez les antibiotiques qui peuvent être allergisants, enfin les plus classiques, je veux dire, les anesthésiens. Ah oui, les anesthésiens, j'avais entendu parler. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ah oui. Des comme les statines, non? Non, les anti-inflammatoires. Hein. Ah, les anti-inflammatoires, oui, c'est pas pareil. Comme le kétoum, enfin bon, qu'ils soient locaux ou par voie orale. Hein. Voilà. Vous avez aussi les curares, hein, donc c'est l'anesthésiste en fin de compte, et puis on peut trouver, alors on peut être allergique à tous les médicaments, bien sûr. On peut devenir, ça c'est les plus classiques, hein. Mais bien sûr qu'on peut devenir, si vous regardez les Vidal, quand vous regardez presque tous les médicaments, il y a un risque d'allergie à prévenir si vous avez une éruption, enfin des choses comme ça. Voilà, mais déjà, je cite les plus classiques. Pour les médicaments allopathiques. Allopathique, je suis dans l'allopathie. Là, voilà, on est dans l'allopathie parce que... Les allergènes, il faut qu'il y ait une certaine quantité. Donc, voilà, donc c'est quand il y a des grosses quantités. Même les pollens, il faut que ça dépasse un certain seuil dans l'atmosphère. Là aussi, l'alimentaire aussi, il faut que ça dépasse un certain seuil. L'alimentaire, c'est un peu... Alors là, c'est pas aussi... l'alimentaire, on peut... En force, comme vous aviez marqué sur le petit panneau, on devient de plus en plus allergique. Plus on introduit l'allergène dans l'organisme, plus il va réagir rapidement. D'accord, donc par exemple le gluten, garde ça mémoire. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes. On ne devient pas allergique au gluten du jour au lendemain. C'est une sorte de surdosage à un moment donné, quelque part. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui garde en mémoire, quand on parle d'allergie, puisqu'il garde en mémoire, il va se suractiver rapidement, il va libérer beaucoup plus d'immunoglobuline. Si je comprends bien, c'est quelque part un peu ces aires cérébrales qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'aire cérébrale du cerveau primitif, qui est destiné à la survie, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, qui se souvient et qui donc, comme à un moment donné l'organisme a été quelque part alerté, réagit de plus en plus vite et de plus en plus fort au phénomène. Oui. Alors, là, je ne saurais pas vous dire le parallélisme entre le système immunitaire et le cerveau reptilien. Parce que le système immunitaire, c'est un peu comme un réflexe. Oui, mais le cerveau primitif est chargé du métabolisme. Il est en charge de la survie de l'espèce. Oui, non, mais certainement, de toute façon, certainement qu'il y a le parallélisme entre l'orthosympathique, le système immunitaire. Voilà, ça c'est dans le domaine du parasympathique. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est... Voilà, donc c'est une sorte de mémoire. Cette mémoire-là vient du fait qu'il y a eu une alerte organique qui s'est manifestée et travailler aussi il y a protection d'individus. Sur la sensibilité de l'individu, oui, bien sûr. Donc c'est là que peut-être d'autres médecines, d'autres interventions non médicamenteuses peuvent avoir un effet. C'est très intéressant, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'allergie, c'est une hyper-réaction. Voilà. Donc les gens, les reptiliens qui sont hyperactifs vont les reptiliens, non, les gens. Non, le cerveau primitif. Non, mais j'ai rajouté hyperactif. Voilà, et voilà, quand il y a cette aire cérébrale qui est hyperactive, mais elle est toujours hyperactive, puisque c'est la plus rapide. Vous savez, dans le cas des aires cérébrales, il y a une particularité, c'est que là où le cortex cérébral met 3 ou 4 secondes, le cerveau primitif lui met 0,02 secondes. Je pense que vous en aviez beaucoup parlé avec le stress, mais je crois que ce n'est pas le même mécanisme avec l'immunité. Je me pose la question, c'est pour ça que je la pose la question, parce qu'il y a quand même un phénomène. Je ne connais pas d'études, je ne peux pas vous répondre. Quand vous parlez des intolérances alimentaires successives par dose successive, ça me rappelle ce phénomène d'alerte. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Bien sûr. Mais j'en reparlerai avec un phytoaromathérapeute bientôt. Bien sûr, vous allez peut-être vous en parler avec Pascal Dessy. Voilà. Travailler un peu plus sur ce sujet-là. Sur cet aspect. N'ayant pas la réponse moi-même. Après, nous pouvons, alors, en point de vue traitement, on a dit, il y a d'un côté, effectivement, vous avez d'un côté les allergènes, on en a un peu parlé, comment on peut éviter les allergènes, et de l'autre côté, il y a la personne qui réagit. Donc, quand elle réagit, des fois, il faut être hyper, comme vous dites, réactif par rapport à l'asthme. Il y a des traitements allopathiques pour l'asthme, les bêta-mimétiques, bien sûr, la ventoline à la crise d'asthme, qui va être très efficace. On peut utiliser des antihistaminiques type H1 pour tout ce qui est purement ORL. Donc les allergies ORL, genre rhinite, conjonctivite, va bien réagir avec les antihistaminiques. Vous avez aussi les œdèmes, vous avez les urticaires qui vont bien réagir aux antihistaminiques et peu l'asthme. L'asthme aussi va réagir aux corticoïdes, c'est-à-dire dans l'asthme, vous pouvez utiliser des corticoïdes en spray. Les corticoïdes
corticoïdes vont être utilisés aussi, ont été très utilisés pendant longtemps. On utilisait le Kenacor retard. Ce Kenacor retard, c'est une injection intramusculaire de Kenacor qui empêchait les allergies saisonnières, les obstructions, les rhinites pendant plusieurs mois. Bon, ça a été arrêté, on sait très bien que les corticoïdes entraînent des insuffisances surrénaliennes. Donc du coup, voilà, on l'utilise de moins en moins dans des cas très particuliers. Voilà, les corticoïdes donc, sont utilisés aussi pour la peau, tout ce qui est eczéma, voilà, sont sensibles aux corticoïdes. Et puis on l'utilise aussi dans l'asthme chronique. Mais l'asthme, vous me direz si je me trompe, l'asthme c'est un phénomène tout à fait particulier. C'est-à-dire l'individu arrive à inspirer, c'est à l'expiration que ça se passe pas bien, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un bronchospasme. Et voilà, il y a une sorte de spasme expiratoire. Oui, un bronchospasme. Comme s'il avait peur de lâcher l'air qu'il a réussi à capter. Oui, c'est possible, hein, bien sûr. Voilà. Et donc derrière, moi, la question que je me posais et que je me pose encore, c'est que finalement, ce phénomène asthmatique, il y a un côté très curieux. Les poumons sont faits pour inspirer et expirer, et certains individus ont du mal à expirer. Après, c'est un phénomène mécanique, bien sûr, puisque c'est la bronche qui se ferme quand vous inspirez. On fait quand même un effort, il y a des muscles qui permettent d'inspirer. Quand vous expirez, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile d'expirer. Voilà, tout à fait. C'est plus difficile de lâcher. Voilà. Puis il y a aussi quand même, il n'y a pas que le bronchospasme, dans l'asthme, vous avez aussi les sécrétions. Ah oui, qui font par l'histamine provoquent aussi des sécrétions. Voilà. Et ces sécrétions aussi qui viennent obstruer encore plus la bronche. Une phase hypersécrétoire et une phase spasmodique. Mais il n'y a pas une inflammation. Alors, sécrétion plus qu'inflammation, oui, alors l'inflammation pourrait être due peut-être par une inflammation avec des bactéries ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas, c'est pas vraiment c'est pas une inflammation. Logiquement, dans l'asthme aigu, c'est assez rapide. La sécrétion, une fois que le bronchospasme est levé, se lever de façon naturelle, ou qu'il y a moins de sécrétion qui peut expulser, ça y est, c'est terminé. Ou qu'on ait supprimé l'allergène. C'est un phénomène inflammatoire, non, pas plutôt. Donc, par exemple, le phénomène qui fait partie du sympathique et l'orthosympathique. Voilà. Donc en fait, oui, ben voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc, la question que je pose, c'est que par exemple, la tuberculose est un phénomène, elle, inflammatoire. Oui, c'est une bactérie. Mais là aussi, il y a un phénomène de difficulté à l'expiration. Ah oui, mais c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que vous avez une surinfection. Avec la tuberculose, il doit y avoir une surinfection, il y a du pus, il y a des cavernes, il y a beaucoup de choses. Un peu comme avec le Covid. Okay. Voilà, donc en traitement. Oui, je regarde aussi notre. En traitement allopathique, donc nous avons vu que. Ok, je parle plus fort. Il peut y avoir donc un traitement allopathique qui est très intéressant, qui amène beaucoup, surtout dans l'aigu, qui empêche des fois une aggravation qui peut être spectaculaire et qui peut être grave. Mais ça ne soigne pas ni le terrain et parfois ça peut être insuffisant, mais surtout on peut le compléter par l'apport de l'homéopathie. Ah, alors comment l'homéopathie travaille bien là-dessus? Alors comment, ça c'est difficile à expliquer, c'est l'expérimentation qui fait qu'on sait que ça marche. Mais l'homéopathie n'est-elle pas liée quelque part à un peu la circulation de ces liquides interstitiels que l'on a découvert non plus? Non. Est-ce que ce serait alors en liaison avec une certaine électromagnétisme? Non, on ne va pas parler aujourd'hui des mécanismes de l'homéopathie parce que là, on peut faire, par contre, un jour, on peut effectivement faire quelque chose là-dessus, oui, je pense. Voilà, sur des expérimentations. Tout à fait, ça serait important de faire ça, oui, je pense. Ça serait intéressant. Voilà, donc on sait que l'homéopathie va marcher dans certains traitements. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui est possible à faire avec l'homéopathie. Quand même, c'est intéressant puisque moi, c'est mon travail des 25 années où j'ai travaillé. Donc, par exemple, moi, j'utilisais beaucoup l'homéopathie dans les rhinites saisonnières. Donc, tout ce qui est ORL. Bon, la rhinite, qu'est-ce que c'est? Donc, dans la rhinite, vous avez quoi? Vous avez l'écoulement, l'obstruction ou les éternuements. Donc, ça, on pense que ça peut être, comment dirais-je, un facteur qui n'est pas grave, mais les gens qui ont des rhinites saisonnières sont très très fatigués.
Ah oui, oui, c'est épuisant ça. Ça les épuise énormément, ils ne peuvent pas respirer, ils ont Ils les sont mal, ça les alors, fatigue. ça alterne, obstruction, écoulement, ça peut être des écoulements très irritants, le nez voilà, qui s'abîme, etc. Et ça peut empêcher le sommeil, ça peut... Voilà. Franchement, c'est très désagréable, puisqu'à l'époque, on leur faisait même des fois des kénako retard, pour expliquer que c'était très très mal supporté. Donc moi par exemple, quand les éternuements dominent, je vais utiliser une Nuxumika, qui marche très bien. Les éternuements, ce sont des éternuements dus au changement de température, à présence d'odeurs aromatiques. Et là, ce sont des terrains très neurotoniques. Mais parce qu'en homéopathie, donc vous parlez de granules là, ou vous parlez de... Alors Nuxumika en granules. Voilà. En homéopathie, c'est souvent de la dilution. Souvent c'est de la dilution, donc c'est des granules. Ces granules, j'ai vu qu'elles étaient en 5CH, 7CH, 9CH, 15CH, 30CH. Donc là, nous allons utiliser, bon, bien sûr, je vais vous donner la posologie, nous allons utiliser des dilutions plutôt basses. Parce qu'on a fait donc du 5 et 7 voilà, CH. on a des phénomènes plutôt physiques. D'accord. Moins psychiques que physiques dans ce cas-là. On doit agir vite, donc ça va être des dilutions entre la 5, 7 et 9 CH. Suivant les symptômes, par exemple, là, je vais vous donner des remèdes de symptômes, bien sûr. Donc vous utilisez 2, 3 ou 4 granules 2 ou 3 fois par jour, suivant les symptômes. Donc dans les éternuements de nuque, ça peut être très intéressant, c'est sûr. On peut avoir sabadia quand il y a beaucoup de grattage. Sabadia, c'est quand ça gratte. Vous savez, le palais là, qui démange beaucoup. Et quand les écoulements dominent, alors c'est un remède, je pense, qui est assez connu, je pense, de la population, c'est Allium Cepa. Ah oui, il est connu celui-là. Voilà. Pour les écoulements. Pour les écoulements. Donc Allium Cepa, ça, vous pouvez peut-être faire l'expérience quand vous pelez l'oignon. C'est tout à fait les symptômes d'Allium Cepa. Le nez qui se met à couler, voilà. Mais il y a des Allium Cepa composés. Qu'est-ce que la différence alors, entre là, je ne vais pas parler des composés pour l'instant, puisqu'on est dans des choses simples. Les composés, ben, c'est un mélange. Si vous ne voulez pas utiliser Nuxomika pour les éternuements, Allium Cepa pour l'écoulement, ben, les homéopathes ont fait un mélange qui tiennent compte de tous les symptômes. Ah, d'accord. On ne s'embête pas, on prend l'Allium Cepa composé, mais si on veut être puriste, il n'y en a qui n'auront que des écoulements. On va donner qu'Allium Cepa. Ceux qui n'ont que l'obstruction, on va donner que Nux. On ne va pas faire... des fois, ça peut se perturber, mais si on fait trop de mélange, certains homéopathes, les unicistes disaient, trop de mélange nuit. Oui, parce c'est possible que aussi. ça empêche, comme c'est déjà très dilué, à avoir le récepteur voulu pour le remède. Donc, pour les écoulements, nous avons Allium Cepa. Alors, Allium Cepa, c'est plutôt le nez très, très irrité, qui va même s'ulcérer, ça coule sans arrêt. Les yeux sont un peu atteints, mais ça ne brûle pas. Alors que Euphrasia, c'est l'inverse. Vous allez donner plus pour une conjonctivite avec des brûlures au niveau des yeux, et l'écoulement sera plutôt doux. Voilà. Donc, suivant les symptômes, suivant leur aggravation, on va trouver le remède qui convient à l'homéopathie. D'accord? Voilà, Arsenicum album, c'est quelqu'un qui brûle tout le temps, tout brûle chez Arsenicum album, donc il y aura un écoulement brûlant, amélioré par la fraîcheur. Mais vous le donnez, ça se donne donc un certain temps, ou ça se donne une semaine, le temps d'arrêter les effets? Alors, là, je vous disais un petit peu les remèdes qu'on peut utiliser. Après, effectivement, je pourrais vous donner, si on peut le faire de suite, des ordonnances type. Parce qu'on peut soit soigner, la personne vient vous voir, elle a les symptômes, donc vous soignez les symptômes quand ils sont là, c'est là plusieurs symptômes, il peut avoir des remèdes d'asthme, des remèdes de rhinite, elle peut aussi avoir de l'eczéma, donc vous choisissez des remèdes appropriés. Soit elle vient vous voir parce qu'elle est allergique en février-mars lors de la pollinisation de certains arbres, soit elle vient vous voir 1 ou 2 mois avant, et 1 ou 2 mois avant, vous donnez les mêmes symptômes peut-être qu'une fois par jour, en prévention. En prévention, voilà, donc il y a l'aspect préventif aussi. Oui, on peut utiliser l'homéopathie en prévention. D'accord, c'était ça ma question. C'était cette prévention sur une cure qui permet... Moi, je sais que j'avais des gens qui venaient 1 ou 2 mois avant, je leur faisais la prévention, et vraiment, ça marchait bien. Ça marchait très bien. Voilà, donc là, c'est quelques remèdes. Bon, après, dans l'obstruction, on peut voir Apis, dans l'obstruction. Après, vous avez, on traite dans les symptômes et on traite le terrain. Alors, l'homéopathie, le terrain homéopathique fait partie il y a 3 ou 4 diathèses. La diathèse principale dans l'allergie, c'est la psore. Pourquoi la psore? Parce que les remèdes de type psorique ont déjà, dans leur genèse, si vous voulez, l'alternance de symptômes ORL, pulmonaires
et cutanés. Ils alternent. Soit ils vont faire des problèmes cutanés, soit ils vont faire des problèmes ORL du type un peu allergique. Et donc le meilleur représentant de l'absorbe, c'est sulfure. Sulfure peut extérioriser beaucoup à la peau, va faire des eczémas, c'est quelqu'un qui a toujours les orifices bien rouges, et c'est quelqu'un aussi très optimiste, qui a beaucoup d'énergie, voilà. Et donc sulfure peut être intéressant dans certains cas, dans le cas dont je vous disais, quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de très réactif, moins pas fatigable, quelqu'un qui rebondit toujours, enfin voilà. Vous pouvez l'utiliser en terrain. Et ça va venir soutenir les remèdes du symptôme. D'accord. Et dans le terrain, on peut l'utiliser 1 ou 2 fois par mois. On n'est pas obligé de l'utiliser tous les jours. Donc en dose. En dose. Une dose de temps en temps pour venir soutenir le terrain, pour que ça fonctionne, que le traitement fonctionne pendant plus de temps. Voilà. Donc dans l'absorbe, vous avez sulfure et absorinon, qui est ce qu'on appelle le nosone de l'absorbe, c'est-à-dire celui qui va venir soutenir. Et dans le psorinon, par exemple, moi je donnais beaucoup de psorinon parce qu'il y avait d'abord une difficulté à utiliser les autres remèdes homéopathiques, c'est-à-dire qu'ils ne réagissaient pas trop. Je vais donner psorinon en dose croissante, 9, 12, 15 et 30 CH. Et surtout, ça marchait très bien lorsqu'il y avait des allergies avec une participation cutanée. Ça marchait très très bien. On voyait vraiment disparaître les allergies cutanées. Voilà, le tuberculinisme, entre guillemets, comme le nom le dit. Le tuberculeux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a froid, qui maigrit, soit mange bien maigri, qui a des problèmes ORL. Donc on va donner plutôt des remèdes tuberculiniques lorsque ces personnes vont moins alterner les problèmes cutanés, mais vont plutôt alterner les problèmes ORL et surtout les problèmes respiratoires. Donc l'asthme, les bronchites chroniques, tout comme ça. Donc on va donner tuberculinon, mais très indiqué dans ces cas. D'accord. Donc en fait, les problèmes de peau, donc ces partenaires que sont la peau, les poumons, interviennent les uns par rapport aux autres dans le cas des allergies. Et la zone intestinale, qui est aussi un partenaire de la zone pulmonaire par l'intermédiaire notamment de ce qu'on appelle le nerf vague, entre autres. Alors, comment ça se je passe? vais peut-être ça intervient au niveau des allergies? en parler aujourd'hui, enfin, je peux en parler un petit peu, parce que moi j'ai